Bonjour, je suis Jacques Variengien, je suis le rédacteur d'un web journal qui s'appelle L'Ortie. Je vais analyser une table ronde organisée le 8 février 2023 par France Stratégie, qui est un regroupement d'experts, d'organismes d'État qui publient des notes pour le Premier ministre, la Première ministre en l'occurrence. Je vais analyser cette table ronde car elle est vraiment très symptomatique de la situation dans laquelle nous sommes. Regardons la mise en scène à travers une photo. Il s'agit d'un salon où l'on va causer entre experts. Il n'y a pas d'estrade pour des annonces solennelles. Il ne faut surtout pas dramatiser les annonces pourtant dramatiques qui vont être faites. Alors d'après vous, où le ministre sera-t-il placé? Vous êtes surpris? Non, écoutez-moi un peu quand même. Le ministre est placé en bout de salon. Le journaliste lui glissera que comme ça, il pourra partir rapidement en cas de nécessité. Vous voyez bien qu'il s'agit d'échanger des banalités entre techniciens. Observez par la suite comment le ministre ne regardera pas la salle, ou très rarement, mais le journaliste quand il répondra à ces questions. Que va-t-il annoncer de si peu d'importance dans cette table ronde? Deuxièmement, on a devant nous une loi programmation énergie-climat qui devra fixer justement un certain nombre de choses et à l'intérieur desquelles nous devrons dire ce qu'est la trajectoire. Mon souhait, il est extrêmement clair, je ne crois pas l'avoir exprimé avant ce matin, c'est que nous n'ayons pas seulement un scénario qui consiste à penser qu'on va tenir les accords de Paris. Il annonce pour la première fois, dit-il, que les accords de Paris, 1,5 degré pour la planète, ne seront pas tenus. C'est fini. Il en a fait une donnée technique à prendre en compte dans son travail d'expert. Pourtant, ce qu'il annonce, c'est la fin de notre monde. Mais il n'annonce pas de minutes de silence, il n'annonce pas d'organisation de marche blanche pour qu'on puisse défiler avec nos panneaux plus jamais sains. Quand on sait les conséquences de chaque dixième de degré, on mesure le cynisme de l'annonce et la façon de l'annoncer. Il va préciser. On ne peut pas s'écarter de ça parce qu'il faut évidemment qu'on continue d'expliquer que l'ambition, c'est bien d'aller vers ça. Donc on ne peut pas capituler en disant mais quand on voit les projections qui existent, les projections récentes du GIEC, quand on lit les études, on s'aperçoit que penser qu'on va rester sur une trajectoire à plus de degrés alors que des hypothèses où on est à plus 4 existent, nécessite qu'on modélise cette trajectoire et qu'on ait donc deux scénarios dans notre stratégie d'adaptation. Un scénario optimiste et un scénario pessimiste, peu importe la manière dont on les appellera, mais qui tournent globalement autour de 2 et de 4 degrés. Deux scénarios, un optimiste, un pessimiste. Il a du mal à cacher sa gêne, je trouve. Il annonce tout ça piteusement, alors que ce sont des annonces réellement dramatiques. En politique, on fait de la politique, alors il va tenter de transférer les responsabilités politiques. C'est indispensable pour permettre la prise de conscience et c'est indispensable aussi pour qu'il n'y ait pas de maladaptation et donc que dans toutes les décisions que nous prenons, dès maintenant, on intègre ces éléments dans nos modèles. C'est lui le représentant du monde politique qui résiste depuis 40 ans aux conclusions du GIEC qui parle de prise de conscience nécessaire. Ce dispositif de banalisation est destiné à euphémiser le réel entre experts qui ont tous attendu le dernier moment pour nous dire qu'il fallait que nous prenions conscience, nous, car le problème, c'est nous, nous sommes le problème. Le sénateur Europe Écologie Les Verts va aller un peu plus loin, il va mettre les points sur les i et dire ce que tout le monde sait en fait. Il y a une commission spécialisée du CNTE et qui a travaillé il y a quelques jours sur un avis qui va maintenant être soumis au CNTE. Comme c'est une commission représentative où il y a les syndicats, le MEDEF, les collectivités, les ONG, je serais surpris que le CNTE ne suive pas l'avis de la commission spécialisée, mais formellement, ce n'est pas encore le cas. Et on a été très, très clair dans cet avis pour dire qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qui manquait même dans la table ronde d'ouverture. C'est-à-dire que si on veut que tout le monde s'adapte sur les mêmes bases, il faut un scénario principal. Par rapport à ce qu'a dit Monsieur le ministre, il ne faut même pas deux scénarios. Il faut un scénario principal sur lequel les collectivités, les investisseurs publics, tout le monde s'étalonne. Ce scénario principal aujourd'hui, c'est au-dessus de l'accord de Paris. Là, je rejoins tout à fait Christophe.
Glasgow nous met, si les États tiennent leurs engagements, sur un 2,5, 2,6 au niveau mondial. Ça, c'est plus 4 au niveau français. On peut considérer aujourd'hui que le plus 4 au niveau français, on n'y coupera pas. Ça refroidira peut-être après, on l'espère, mais il ne serait pas raisonnable aujourd'hui de prévoir des investissements à 20, 30, 50, 100 ans qui n'ont pas intégré le plus 4 par rapport à la période pré-industrielle. Voilà, tout le monde a bien compris la situation, y compris le MEDEF et les syndicats. Pourtant, pas de déclaration solennelle ni du président, ni du MEDEF, ni des syndicats. Votre maire a-t-il annoncé, a-t-il fait une déclaration solennelle pour dire que le monde venait de changer, définitivement pour quelques milliers d'années? Non. Voyons la deuxième intervention du ministre. D'abord, il faut objectiver le coût de l'inaction. Parce que c'est ce qui permettra de lever une partie des blocages de ceux qui disent « mais vous ne vous rendez pas compte », etc. On a aussi un petit sujet, accessoirement, avec le secteur des assurances. Je vais l'évacuer parce qu'il y a des incidences et il peut y avoir la tentation, y compris d'aller modifier les règles, pas forcément pour mieux s'adapter au changement climatique, mais pour éviter de se retrouver dans des situations sans assurance qui amèneraient d'autres difficultés. Il passe la question rapidement des assurances qui ont annoncé, elles, qu'elles n'assureraient pas les catastrophes naturelles à partir de 2 degrés, je crois. C'est un détail, pourquoi en parler avec la population, c'est l'État qui paiera ou pas. Une fois qu'on a posé ce constat, il y a des sujets qui sont évidents et sur lesquels l'inaction est d'autant plus criminelle que personne ne pourra dire qu'il ne savait pas et où les arguties sur c'est compliqué, les modalités doivent passer au second plan. Vous avez bien entendu, maintenant, on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Avant, on pouvait le dire, et les gens qui alertaient étaient des Khmers verts, des oiseaux de mauvaise augure, voilà, des perturbateurs. Donc celles et ceux qui résisteront maintenant aux mesures technocratiques seront les vrais responsables. La responsabilité du système, de notre organisation économique et politique n'est jamais évoquée. Une fois qu'on a posé ce constat, il y a des sujets qui sont évidents et sur lesquels l'inaction est d'autant plus criminelle que personne ne pourra dire qu'il ne savait pas et où les arguties sur c'est compliqué, les modalités doivent passer au second plan. Et je vais pleinement assumer un premier sujet qui est le zéro artificialisation nette. Bon. Pour le dire de manière simple, quel que soit le scénario et la trajectoire, quel qu'il soit, éviter d'aller transformer des espaces naturels qui permettent de stocker à la fois du carbone et de la chaleur en îlots de chaleur, qu'on soit à +2, à +3 ou à +4, tout le monde sait que ça participe aux solutions fondées sur la nature et que ça s'inscrit dans les bonnes trajectoires. C'est meilleur pour la recharge des nappes phréatiques de ne pas faire en sorte de les prendre. Bref, voilà typiquement un sujet sur lequel on est en 5 décennies globalement responsable dans ce pays. Et là, on ne peut pas charger que l'État, parce que c'est bien la somme de tous les permis de construire développés dans toutes les mairies qui explique aussi qu'on en soit là. On a en 5 décennies plus artificialisé qu'en 5 siècles. On pose un principe simple qui consiste à dire on va diviser. Et on se retrouve avec « ah oui, mais il ne faut pas aller trop vite, pas n'importe comment », alors que quand vous objectivez les choses, il ne s'agit pas de faire zéro tout de suite. Il s'agit de dire qu'on va se contenter de 12 500 hectares par an d'artificialisation contre une moyenne de 25 000 et avec 200 000 hectares de friches disponibles. Il utilise un exemple trivial, facile à régler pour quelqu'un qui a le brevet, qui transfère la responsabilité aux élus locaux. On a besoin de tant de terrain, ils sont disponibles là. Comment on fait? C'est assez simple. Il va déplier quand même sa stratégie, vous allez voir. Dans d'autres domaines, c'est par l'incitation qu'on va être capable d'y arriver parce que ce qui compte, c'est la somme des comportements individuels. Et là, à un moment, ça ne se décrète pas. On a tous le souvenir des Gilets jaunes. Et donc, la manière, exactement comme l'a dit la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, d'emmener les habitants, elle est cruciale. Parce que si vous faites un plan qui est super sur le papier, mais que derrière, il n'y a personne qui suit, en fait, vous générez de la maladaptation parce qu'on va moins vite. Et de ce point de vue, ce qu'on a vécu sur les prix à la pompe en l'espace de quelques années est assez spectaculaire, avec une forme de consensus d'experts sur le fait qu'il fallait ajouter une taxe carbone pour renchérir le coût des énergies fossiles, un vote à l'unanimité, quelle que soit la couleur politique des uns et des autres, l'été dernier, pour expliquer qu'il fallait baisser le prix à la pompe et même créer des aides qui n'étaient pas prévues par le gouvernement pour ceux qui se chauffent au fioul.
La stratégie de droite et de gauche est toujours la même. On incite, on indemnise, on cherche des solutions technologiques aux gens qui polluent, qui dégradent, de façon à ce qu'ils perdent le moins de compétitivité possible, parce que c'est le mot qui n'est pas prononcé. Il faut que la rentabilité soit préservée. Car la rentabilité, c'est l'alpha et l'oméga de toute pensée politique qui se respecte. C'est ça qu'on appelle un postulat, c'est-à-dire un truc qui ne se discute pas, qui va de soi. C'est hors analyse, hors diagnostic. Dans la vidéo de conclusion, de réponse aux questions, le ministre va poser la question du sens, ce qui devrait être la question de base en politique, c'est-à-dire celle qui est à débattre avec la population. Comment va-t-il s'y prendre? Ensuite, pour vous répondre, en fait, c'est la question du sens. Et globalement, à partir du moment où on a aujourd'hui des générations qui ont besoin de savoir pourquoi elles se lèvent le matin et de se questionner sur le sens. Et l'avantage de ces sujets, c'est que c'est l'occasion de se sentir doublement utile. Mais il faut là aussi qu'on passe de la préconisation théorique d'I4C à la réalité de l'intégration dans nos équipes. Je donne juste cet exemple. C'est pas forcément en ETP qu'on calcule, c'est en réflexe dans toutes les directions. Et là, je prends 15 secondes ma casquette. J'ai pas créé comme maire d'Angers une cellule de l'adaptation. En revanche, il y a une personne à temps plein à la direction des écoles, uniquement sur la déminéralisation des cours d'école, qui explique qu'on est aujourd'hui le calendrier, que tous les parents d'élèves puissent savoir quelle année, dans le mandat, on aura déminéralisé, on aura fait en sorte d'accroître l'ombre, etc. Idem sur les espaces verts, une personne à temps plein, mais peu à peu, l'enjeu c'est qu'il en forme d'autres, et donc il n'est pas identifié comme le référent adaptation. C'est qu'on ait une diffusion de la bonne pratique qui se passe à partir de gens qui ensuite ont ces réflexes, et à la limite qu'on n'appelle même pas ça adaptation, mais juste amélioration du service public, parce que c'est aussi une manière de le faire vivre au quotidien. Voilà, la question du sens, c'est faire de la pédagogie pour expliquer aux gens comment bien se comporter, car le problème est là, dans le comportement des gens. On voit que tout ceci n'est pas à la hauteur des enjeux, loin s'en faut. Le sénateur, lui, à partir d'une question, va reposer les termes du débat. Plus 4 degrés en France, c'est donc ce que je disais, plus 2,5, 6 au niveau mondial. C'est un peu au-delà, effectivement, des 2 degrés du GIEC qui disent après on rentre dans un monde de plus en plus compliqué. En fait, quand on dit plus 4 degrés en France, alors notre avis dit plus 3 au niveau mondial, donc un peu plus encore, mais j'aurais peut-être dû commencer par là. Et merci pour la question. Nous parlons d'un monde qui survit. Nous parlons de sociétés qui s'adaptent. Nous ne parlons pas d'un monde qui s'écroule. Point d'euphémisme, il s'agit bien de la fin de notre monde dont il est question et d'une adaptation à la limite de l'habitabilité. Mais dans un salon, on voit qu'on ne s'étripe pas, on ne se jette pas les responsabilités à la figure, on travaille entre experts. C'est très important, c'est peut-être ce qui manquait en fait en introduction. Si on est à plus 4, plus 5 degrés au niveau mondial, on est dans un monde qui s'écroule. Dans les deux, on est dans un monde qui s'adapte. De plus en plus difficilement, plus ça monte, mais on n'est pas dans le chaos. Nous voilà rassurés, nous avons affaire à des gens sérieux, capables de travailler de concert, ne nous fâchons pas. De façon très concrète, le lieu dans lequel je travaille, l'hôtel de Roquelaure, il y a un simple vitrage flouté qui est monument historique. On ne peut même pas mettre du double vitrage parce que ça ne serait pas conforme au rendu extérieur que ça doit avoir. On s'apprête à lancer, là, dans les jours qui viennent, l'appel d'offres de géothermie qui va nous permettre d'atteindre un niveau de performance énergétique comparable à une isolation par l'extérieur, voire supérieur, en détourant la difficulté ou le problème que nous avons. Il faut des évolutions dans l'approche. Il faut évidemment que le patrimoine tienne compte de ce qui finirait de toute façon par l'abîmer si on ne fait rien. Donc il y a un côté où l'inaction n'est pas une option, mais le fait tout à coup de dire on s'assoit sur tout ce qui existe et la priorité ça devient ça, et on peint en blanc un toit en ardoise qui est en covisibilité de la cathédrale, ça n'est pas non plus une option qui est souhaitable dans ce qu'elle génère. Donc le groupe de travail des ABF qui est en train, à l'échelle de leur association nationale,
de regarder comment édicter aussi des guides de bonne pratique. Il y en a déjà qui existent sur toute une partie des usages, sur les panneaux solaires. Et puis on a la chance d'avoir des évolutions technologiques qui répondent à une partie de tout ça. Je ne sais plus quoi vous dire devant la tranquillité de ces technodémocrates qui ne prennent pas le temps de poser la question de la population, de sa place dans les décisions, autrement que comme le problème. Pourtant, il me semble qu'aucun peuple n'aurait voté ce monde-là, ni pour ses perspectives. On a déjà dépassé 6 limites sur 9. Visiblement, le ministre ne le savait pas avant et on ne peut plus le nier. Est-ce moi qui dramatise inutilement? Écoutez, je vous laisse juge. Mais personnellement, je pense que non, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour réclamer plus de démocratie, pour que l'on retrouve toute notre place dans les décisions. Merci.